Bonjour et bienvenue sur le podcast Murmuréquin. Moi c'est Audrey et tous les vendredis, je vous partage un maximum d'informations et de pistes de réflexion sur des sujets autour de la santé et du bien-être, autant équin qu'humain. L'objectif de ce podcast est de vous apporter de la sérénité et de la sécurité dans votre couple cheval-cavalier en vous permettant de gagner en compréhension du monde équin sans jugement, mais surtout avec une bonne dose d'humour, de bonne humeur, de passion et d'ouverture d'esprit. Bonne écoute! Bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Murmuréquin. Je vous rejoins aujourd'hui pour un épisode que je vais essayer de faire plutôt court parce que ça se veut être plus une réflexion globale qu'avec un épisode avec une structure qui serait très ferme. Aujourd'hui, j'ai envie de discuter les aspects élevage et comportement et le lien qu'il peut y avoir entre les deux. Et même au-delà de comportement, j'ai envie de parler d'élevage et de tempérament d'un animal. Et du coup, cet épisode va être une réflexion sur l'élevage en France tel qu'on le pratique actuellement et tel qu'on pourrait le pratiquer. Tel qu'en fait, les gens, les clients qui achètent des chevaux pourraient apprécier qu'on le pratique. Donc pour commencer cette réflexion, on va commencer par redéfinir ce que c'est qu'un tempérament. Un tempérament, c'est une propension qu'a l'animal à présenter un certain comportement dans des situations qui sont similaires. C'est-à-dire qu'un animal va être dit d'un tempérament peureux si, de manière quasi systématique, quand on lui présente quelque chose de nouveau, le cheval va choisir la fuite, par exemple. Et un animal va être dit d'un tempérament qui n'est pas peureux si, quand on lui présente des choses, dans la majorité des cas, des choses nouvelles, et un animal va être dit non peureux si, quand on lui présente des choses nouvelles, dans la majorité des cas, il ne montre pas ses réactions de fuite chez le cheval. On peut aussi avoir ces réactions, par exemple, avec les humains. Est-ce qu'un cheval est plutôt d'un tempérament proche de l'homme ou pas? Si, quand on lui présente de nombreux humains, il a tendance à venir et s'approcher, ou est-ce qu'il reste à distance, ou est-ce qu'au contraire, il augmente la distance en s'éloignant? Donc le tempérament d'un animal ne va pas forcément évoluer, en fait, avec son éducation. L'éducation va bien évidemment pouvoir rendre un animal avec un tempérament peureux, va pouvoir le rendre moins peureux, mais cet animal aura toujours plus de propension à fuir, à être peureux, qu'un animal qui de base avait un tempérament qui n'était pas peureux. Le tempérament d'un animal, c'est ce qui se passe quand on enlève justement l'éducation. On est d'accord, un animal, un cheval, on peut lui apprendre à ne pas avoir peur, par exemple, d'un parapluie qui s'ouvre, mais ça va être plus facile à apprendre pour certains chevaux que pour d'autres. C'est ce qui va distinguer deux types de chevaux. Et dans le tempérament d'un individu, il y a plusieurs choses qui rentrent en compte. Et ce tempérament d'un animal, ça va dépendre de plusieurs choses. La première, ça va être en fait justement les apprentissages que l'animal va faire. Et l'influence de ces apprentissages, ça va dépendre, va être plus ou moins forte selon les périodes de la vie du cheval. Notamment les périodes de début de vie, donc les premières heures, les premiers jours, les premières semaines de vie du poulain. Il y a énormément d'apprentissages qui se font et qui vont vraiment moduler son tempérament futur. Et également un autre moment de vie qui est ultra important pour le poulain, c'est le moment du sevrage, et il va apprendre énormément de choses qui vont s'inscrire en lui au moment du sevrage, et ce sera quasiment impossible de les corriger par la suite. En tout cas, comme on a dit, ça restera dans son tempérament. Les expériences que le poulain va vivre au moment de ses premiers jours de vie et au moment de son sevrage vont le marquer à vie. Et ça, pour le coup, ça a été prouvé. Je vous mettrai le lien des études qui le citent en description de cet épisode. Mais au-delà de ces apprentissages, des premiers moments de vie et du sevrage notamment, il y a également une composante génétique. Le tempérament des deux parents va influencer le tempérament du poulain. Le tempérament de la mère, c'est assez facile à le comprendre parce que il intervient aussi dans ses apprentissages de début de vie et de sevrage. C'est-à-dire que une mère qui serait peureuse, va plutôt protéger son poulain ou va chercher à l'éloigner des humains. Donc le poulain va apprendre la même chose. Il va s'apprendre que quand un humain approche, on s'éloigne de l'humain. Ou si une mère qui a peur
des choses nouvelles, le poulain va aussi apprendre on a peur des choses nouvelles. Tandis qu'une mère qui est proche de l'humain, va plutôt donner un poulain qui va être proche de l'humain. Et là, en fait, on est sur justement ces apprentissages de début de vie. Mais il y a vraiment cette composante génétique au-delà de l'apprentissage que la mère va donner. Et cette composante génétique, du coup, elle est transmise et par la mère et par le père. Même si le père ne voit pas le poulain un instant de sa vie, le père va quand même transmettre une partie de son tempérament au poulain. Donc, même si vous faites une insémination artificielle, si vous êtes sur un père qui est d'un tempérament qui est plutôt peureux, il y a de très fortes chances, de très forts risques, en l'occurrence pour le peureux, que le poulain le soit aussi, même si vous y mettez la mère la plus courageuse possible. Vous aurez plus de chances d'avoir un poulain qui ne soit pas peureux si vous avez une mère non peureuse et un étalon non peureux. Et bien évidemment, la troisième composante qui rentre en compte dans le tempérament de l'individu, c'est une composante environnementale. Donc dans quoi l'animal vit au début de sa vie et au moment de son sevrage, à quoi il est exposé, à quoi il n'est pas exposé. Donc par exemple, si le cheval a l'habitude de voir des humains durant ses premiers mois de vie, il va être plus tourné à être vers les humains qu'à l'inverse. Donc on voit bien, notamment avec la composante génétique, que le tempérament va se transmettre de génération en génération. Et donc on peut avoir des lignées de chevaux ou des races de chevaux qui vont potentiellement présenter plus ou moins un tempérament. Et là, pour que vous compreniez un peu mieux, j'ai envie de faire l'analogie avec le monde canin. C'est plus facile de le voir dans le monde canin parce qu'en fait, les chiens se reproduisent plus vite que les chevaux. Normal, une chienne peut commencer à avoir des chiots à partir de 2 ans sans trop de risques pour sa santé. Une jument, il va quand même, à 2 ans, on n'est pas ouf niveau risque pour sa santé. Donc forcément, les chiens se reproduisent plus vite. Donc on peut observer plus rapidement ces composantes. Et également, au niveau des chiens, il y a des efforts qui ont été faits pour sélectionner et sur les capacités physiques et sur les tempéraments. Tandis que dans le monde du cheval, on n'a pas encore vraiment sélectionné des chevaux pour leur tempérament. Et donc chez les chiens, vous voyez bien que selon d'une race à l'autre, il ne va pas y avoir les mêmes tempéraments. On va avoir des chiens, si je prends l'exemple du border collie, qui est un chien de troupeau qui a été élevé depuis des générations et des générations pour sa sensibilité justement au mouvement, à sa capacité à remarquer un mouvement très très subtil. Et tous les border collie vont avoir tendance à présenter cette réactivité au mouvement. Tous les propriétaires de border collie pourront me le dire. Je ne connais pas un border collie qui n'a pas de réactivité au mouvement. Mais on peut aussi le retrouver chez des chiens de chasse. Le golden retriever, j'adore l'exemple du golden retriever. C'est un retriever, c'était un chien qui était fait pour aller chercher le gibier une fois que le chasseur l'avait abattu et pour le ramener à l'humain. Et le nombre de golden retrievers qui vont vous ramener des chaussettes sales, il est beaucoup trop élevé. Mais du coup, par sa capacité en fait à revenir vers l'humain, déjà à rester proche de l'humain et à attendre que l'humain lui dise éloigne-toi pour aller me chercher le gibier et ramène ensuite le gibier mort, le golden retriever est très très facilement collé à l'humain. Et c'est des chiens comme le labrador qu'on va retrouver très facilement dans des métiers type chien d'assistance. Parce qu'ils sont faits pour être collés à l'humain, ils sont élevés depuis des générations et des générations pour coller à l'humain. Et cette sélection de tempérament, elle se fait sur énormément de générations. En général, en élevage, on dit qu'il faut une dizaine de générations pour fixer un caractère, que ce soit un caractère physique ou que ce soit un caractère comportemental. Et si on reprend l'analogie avec les chiens et les chevaux ont un point commun en termes d'évolution récente, d'évolution très récente, c'est qu'ils ont perdu leur utilité au niveau des années 50. En 1950, les chevaux et les chiens n'avaient plus spécialement d'utilité. En tout cas, ils ont perdu leur utilité de travail pour les humains.
C'est-à-dire que les chevaux, on n'en avait plus vraiment besoin pour tirer les carrosses. Après la mécanisation qui a suivi les 2 guerres, on n'avait plus vraiment besoin de chevaux. Le chien de chasse, c'est pareil, son utilité a très fortement diminué. On a commencé à mettre beaucoup plus de palissades autour de chez nous, autour des habitations. Donc l'utilité d'un chien de garde a aussi diminué. Enfin, l'humain a dû trouver une autre utilité au cheval et au chien. Le chien est passé sur un animal de compagnie. Le chien est vraiment rentré dans nos foyers au moment-là, au niveau des années 50. Et donc, il y a eu des sélections qui ont été faites pour que des races qui, d'origine, n'étaient pas spécialement des races de compagnie, le deviennent. Comme on en a parlé sur le Golden Retriever ou sur le Labrador, qui étaient de base des chiens de chasse, mais qui sont vraiment rentrés dans nos foyers, donc qui ont changé d'utilité. Il y a bien évidemment des races qui n'ont pas changé d'utilité. Je pense notamment, comme on en a parlé, au Border Collie, qui avait toujours une très grande utilité dans le travail du troupeau. Encore difficilement trouver mieux qu'un chien pour rassembler un troupeau. C'est encore un peu compliqué. Et le cheval, l'utilité qui a changé, c'est qu'on est passé d'un cheval de travail à un cheval de sport. On est passé sur des compétences sportives. Le cheval n'est pas rentré dans nos foyers au niveau des années 50. Le cheval commence seulement à rentrer dans nos foyers depuis une vingtaine d'années. Ça fait seulement une vingtaine d'années qu'on commence à vraiment considérer le cheval comme un animal de compagnie et non pas comme un animal d'utilité. Donc, le cheval a cette utilité sportive que le chien n'a pas spécialement eue. Et c'est là où il y a une différence entre les deux. Du coup, vu que le cheval avait une utilité sportive, le cheval a été sélectionné pour ses capacités physiques et non pas pour ses capacités comportementales. Le chien aussi, depuis les années 50, a été sélectionné pour des capacités physiques, mais aussi pour des capacités comportementales. On a des problèmes de santé chez les chiens, du fait d'une sélection de caractères physiques qui a été extrême. Mais ces caractères physiques ne se sont pas faits au détriment de caractéristiques comportementales. C'est-à-dire que on s'en fout d'avoir un chien qui a une dysplasie de la hanche dans notre foyer, mais il faut quand même pas que ce soit un chien qui morde les enfants. Donc même chez des bergers allemands qui ont eu des sélections génétiques qui sont un peu catastrophiques au niveau santé, on a quand même cherché des animaux qui étaient les plus sociaux possibles avec l'humain. Tandis que chez les chevaux, on n'a pas fait ce travail de sélection sur les comportements, on les a fait sur les capacités physiques. On voulait des chevaux qui courent plus vite, on voulait des chevaux qui sautent plus haut, on voulait des chevaux qui dressent de manière esthétique, arracher la gueule à le dire, de ce que l'humain estimait esthétique, et on a oublié toute la palette comportementale des chevaux. Et on le voit bien justement sur cette différence de races de chevaux sportives et de races de chevaux non sportives, qui ont été pour le coup plus sélectionnés sur des comportements, enfin, sur des caractéristiques physiques, mais aussi sur des caractéristiques comportementales. On peut prendre par exemple l'exemple du Selle français et du Haflinger. Ils ont tous les deux perdu leur utilité de travail au niveau des années 50, mais le Selle français est devenu plus un cheval de sport, tandis que le Haflinger a été justement un cheval de famille. A été un cheval où on se disait, comme ça, la petite fille, elle peut prendre son cours d'équitation le mercredi et aller faire une balade le dimanche, mais maman, elle peut aussi s'amuser à aller se faire un bon gros galloping et un peu à évoluer en obstacle. Donc on est plus sur des chevaux de famille qui ont été sélectionnés depuis un peu plus longtemps pour des caractéristiques comportementales et non plus seulement physiques. Et du coup, ma réflexion dans cet épisode, c'est que depuis une vingtaine d'années, le cheval est justement en train de rentrer plus dans nos familles. Il a plus une utilité de cheval de compagnie plutôt que de cheval de sport. On est sur un animal de compagnie, pas sur un animal qui a évolué dans son utilité pour l'humain et qui n'a plus seulement une utilité sportive, qui a aussi une utilité émotionnelle, qui a une utilité de développement personnel. Enfin, vous voyez, on voit plus le cheval comme un animal de compagnie, on le voit plus comme un gros chien plutôt que comme un cheval de sport. Et c'est très bien que ça se fasse, mais on est maintenant dans une période où il y a un décalage en fait entre les besoins des pratiquants, le besoin des cavaliers qui ont envie d'avoir des chevaux calmes, d'avoir des chevaux sécuritaires, d'avoir des chevaux qui ont un tempérament non peureux, justement. Et de l'autre côté, on a les élevages qui élèvent encore pour le sport. Qui élèvent encore beaucoup pour le sport, donc pour les caractéristiques physiques, et non pas pour les caractéristiques comportementales. Et il y a cette
ce gros décalage dans l'élevage français en ce moment, de clients qui veulent des chevaux faciles et qui se retrouvent à acheter des réformés de course. et ça peut pas matcher. Il n'y a pas d'adéquation, en fait, entre les besoins clients et l'offre des élevages. Donc ma réflexion, elle est sur 2 points. Si vous êtes éleveur, questionnez-vous vraiment sur la sélection du tempérament de vos animaux, parce que c'est certainement ce que vos clients vont rechercher. Si vous voulez faire du cheval de famille, faites du cheval qui est en bonne santé et du cheval qui a un bon tempérament. Je suis d'accord, il y a certaines caractéristiques physiques qui vont peut-être passer à la trappe. Mais c'est à vous de voir où vous voulez mener votre élevage et à quel type de client vous voulez adresser vos chevaux. Est-ce que vous voulez vraiment faire des chevaux de sport ou est-ce que vous voulez faire des chevaux de famille? Et dans ce cas-là, on va peut-être pas chercher les mêmes choses. On va chercher des capacités physiques. Et dans un cas, capacité comportementale, dire bon, on va un peu plus les passer à la trappe. Et dans le cas d'un cheval de famille, les capacités comportementales, elles ne doivent pas passer à la trappe. Même si vous faites du cheval de sport, vos chevaux de sport ont une très bonne capacité physique. Et si en plus ils ont un tempérament qui est facile, qui est non peureux, et ben, vos clients vont vraiment les apprécier parce que ça va leur simplifier le travail avec leur cheval et ils vont avoir des meilleurs résultats sportifs. Et si vous êtes de l'autre côté de la balance, donc si vous n'êtes pas éleveur mais que vous êtes propriétaire de chevaux, que vous êtes acheteur de chevaux, et ben ça va être à vous aussi de regarder non seulement les capacités physiques, mais aussi et surtout les capacités comportementales. Et là, je pense, là c'est la Audrey Business qui parle, mais je pense qu'il y a vraiment quelque chose à chercher du côté des comportementalistes, de l'accompagnement qu'elles peuvent proposer à la vente, à l'accompagnement de l'achat d'un cheval en fait, et de vous aider à faire des tests de comportement sur le cheval que vous voulez acheter, pour vous assurer que le cheval a un bon tempérament par rapport à ce que vous voulez. Il a un tempérament qui est en adéquation, pas bon ou mauvais, mais un tempérament qui est en adéquation avec vos demandes. En tout cas, je vous ai livré maintenant ma réflexion sur l'élevage en France actuellement, et j'espère que cet épisode vous aura fait réfléchir. Et pour vous inviter encore plus à la réflexion, je vous invite la semaine prochaine pour un nouvel épisode qui sera une interview d'une éleveuse de chevaux du Vercors. Pour le coup, on est sur une race de chevaux qui a été élevée et pour ses caractéristiques physiques et pour ses caractéristiques comportementales depuis plus d'une dizaine de générations. Et donc, je vous invite la semaine prochaine à découvrir cette race et je pense que vous allez être aussi surprise que moi de à quel point en fait un éleveur peut influencer une race, à quel point des éleveurs peuvent influencer une race quand ils s'y mettent tous ensemble avec un cahier des charges qui est assez clairement établi. Je ne vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir l'épisode la semaine prochaine. En attendant, je vous remercie de votre écoute et bonne journée. Au revoir. Et voilà, c'est la fin de cet épisode du podcast Murmuréquin. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à venir me le dire sur Instagram ou par mail. Vous pouvez aussi partager l'épisode à une personne qui veut en apprendre plus sur les chevaux. Et si vous avez envie de soutenir un média qui a comme ambition de propager le savoir au plus grand nombre et ainsi d'améliorer la vie de nos compagnons à crinière, vous pouvez le faire dès aujourd'hui en faisant un don sur le compte Tipeee du podcast Murmuréquin. Je vous laisse donc le lien de mon compte Tipeee dans la description de cet épisode et je vous remercie au plus profond de mon cœur si vous m'aidez dans le projet fou de ce podcast qui est de rendre le savoir équin toujours plus accessible pour tout le monde. On se retrouve vendredi prochain pour un nouvel épisode. À bientôt!